Bonjour à tous, je m'excuse pour le retard. Je remercie tout d'abord le comité d'organisation à leur tête, le professeur Benaïbouch et mes collègues professeur Belkharchi et docteur Sifour. Il m'a été demandé de parler de syndrome paranéoplasique. Pourquoi? Donc le syndrome paranéoplasique, quand on est devant une pathologie qui nécessite un diagnostic précoce qui aide dans la prise en charge et qui améliore le pronostic. Cette pathologie, elle est plutôt asymptomatique, mais elle peut survenir avec plusieurs facettes. Et là, donc, je vais un petit peu illustrer un cas qui a été publié récemment. C'est un patient âgé de 68 ans qui avait consulté dans un cadre de dépression avec des épisodes de violence. Ce patient, donc, il avait à l'examen initial une désorientation, il avait même donc un laisser-aller et le reste de l'examen ne trouve ni HTA, ni diabète, ni trouble neurologique de localisation, de focalisation. Les examens biologiques de première intention n'ont pas révélé d'anomalies donc à l'ionogramme, ni d'anomalies hormonales, et les examens neurologiques, cardiologiques et même donc l'examen de LCR étaient sans anomalie. Donc ce patient avait donc rapporté un déclin cognitif donc qui était estimé intermédiaire ou modéré depuis donc 4 ans et l'évolution donc était stable sur plusieurs années. Mais récemment donc son déclin était sévère, donc il y avait une baisse rapide de MMSE donc à l'évaluation neuropsychiatrique. Donc le médecin donc lui a procuré devant la négativité de tous les éléments un traitement symptomatique et l'évolution était défavorable. Donc 2 mois après, donc, le patient avait consulté pour un saignement rectal associé à une perte de poids. L'examen donc radiologique a révélé un cancer de rectum et la biopsie donc a objectivé que c'est un adénocarcinome au stade T3 1,0. Donc le traitement a été proposé selon les recommandations et 8 semaines après, le patient donc avait amélioré tout son état. Le résumé de son parcours, c'est 4 ans d'évolution d'un déclin cognitif, une aggravation rapide, sur 2 mois, un diagnostic d'un cancer rectal a été posé, le traitement, et après, il y avait amélioration de tous les signes, y compris le déclin cognitif. Donc, c'est à partir de là qu'on est censé penser à ces syndromes paranéoplasiques, parce que pour ce patient, donc, il y avait 5 ans de latence clinique ou de diagnostic donc non posé. C'est quoi le syndrome paranéoplasique? C'est une situation là où on a des symptômes qui sont liés à la sécrétion de certaines substances par des cancers et ces cancers donc ne sont pas à l'origine de ces symptômes à cause d'une compression ou d'une cause locale, mais c'est plutôt donc indépendamment de la localisation du cancer. La situation ou les différentes situations cliniques, on a parfois c'est des cancers qui précèdent l'apparition de syndrome paranéoplasique. Donc, on a des syndromes paranéoplasiques qui précèdent l'apparition ou le diagnostic d'un cancer et parfois, donc, on a l'apparition des deux en même temps et c'est ça qui est peut-être facile à diagnostiquer. Dans les cancers gastro-intestinaux, on a beaucoup de syndromes paranéoplasiques, comme vous voyez ici. Donc, on a la cachexie, on a les pathologies rénales, les pathologies endocriniennes, les syndromes rhumatologiques, les neurologiques, les gastro-intestinaux, les hématologiques et les dermatologiques. Pour la cachexie, vous savez que le terme ou le cadre de cachexie associé au cancer est bien connu et bien étudié. Et là, donc, on a beaucoup de cancers et parmi eux, il y a le pancréas, l'œsophage, l'estomac, le foie et l'intestin. Tous ces cancers sont associés à cette cachexie. Et cette cachexie, donc, la prévalence, donc, elle est la plus élevée en cas de cancer de pancréas et de cancer gastro-œsophagien. Il y a aussi le cancer colorectal qui est aussi donc, parmi les cancers les plus associés à cette cachexie. Et la perte de poids la plus importante, elle est rencontrée en cas de cancer de pancréas ou de gastro de l'œsophage. Le diagnostic, il doit être posé à des stades précoces. Sinon, au stade de cachexie réfractaire, le décès donc, peut survenir et les options thérapeutiques, y compris pour le cancer ou pour la pathologie, sont limitées.
Donc, pour les syndromes paranéoplasiques dermatologiques, on a beaucoup de signes dermatologiques associés au cancer. Donc, commençons par l'acanthosis nigricans, donc qui peut s'associer à d'autres pathologies bénignes comme l'obésité, l'insulinrésistance, mais il se voit en cas, dans 90%, donc en cas de cancer du tube digestif et surtout de l'estomac dans 55% des cas. D'autres pathologies dermatologiques qui peuvent nous orienter, c'est l'acrokératose paranéoplasique, le pemphigus paranéoplasique. Il y a aussi les dermatomyosites paranéoplasiques, les vascularites leucocytoclasiques, on a le syndrome de Sweet et l'érythrodermie. Pour poser le diagnostic, donc on a des critères, les critères de Kurth qui résument juste l'approche clinique. Soit c'est des signes qui sont simultanés avec un cancer, on doit peut-être les connaître pour les évoquer, soit l'apparition parallèle donc entre la poussée ou bien la première évolution de cancer et la réapparition de la rechute de ce syndrome de signe dermatologique. C'est des dermatoses en général qui sont rares dans la population générale et il y a une forte association entre la tumeur et les signes cliniques. Donc la maladie thromboembolique, elle est connue depuis 1865 avec la description de Trousseau. Ce monsieur, il avait dit que devant toute atteinte gastrique évolutive, si on trouve une thrombose, on doit évoquer le cancer. Et il a dit que ce n'est pas uniquement pour le cancer gastrique, pour le reste des cancers. Et là, sur le plan épidémiologique, les cancers les plus associés à cette maladie thromboembolique sont le pancréas, l'estomac, l'œsophage. Vous voyez aussi le foie, le côlon. Pratiquement tout le tube digestif peut donner des thromboses associées. La relation entre les deux, donc, elle est connue aussi. Il y a le facteur tissulaire, donc la fibrine, qui sont associés à cette angiogénèse, qui participe aussi dans la croissance tumorale et les métastases. Donc, devant une thrombose, quand est-ce qu'on doit penser à un cancer occulte? Donc, on doit faire notre recherche exhaustive au minimal. Et les situations alarmantes sont plutôt donc les situations d'altération de l'état général, de cancer ou bien des signes d'orientation vers une atteinte d'organes. On a les situations de la thrombose siège atypique qui sont alarmantes aussi, et surtout quand on a une thrombose veineuse profonde et superficielle non contiguë, les thromboses récidivantes sous anticoagulants et le caractère suspendu de la thrombose. Donc, il y a le signe de Trousseau qu'on peut le décrire, c'est ce qu'on appelle les thrombophlébites migratrices superficielles de thorax et du membre supérieur qui sont un signe de malignité avancée en cas de cancer de pancréas ou de tumeurs pulmonaires. Il y a aussi les autres cancers qui sont associés à ce signe. Sur le plan hématologique, on sait que parmi les syndromes paranéoplasiques hématologiques, on a surtout donc les pathologies associées à l'hémorragie, comme principalement les tumeurs gastro-intestinaux du pancréas. Il y a aussi l'hyperéosinophilie paranéoplasique qui reste asymptomatique, qui est associée aussi au cancer colorectal gastrique. Et on a pour le syndrome paranéoplasique rénal, on sait que le syndrome néphrotique peut s'associer à un cancer gastrique, un cancer donc poumon et au lymphome. Donc, sur le plan endocrinien, on a plusieurs syndromes paranéoplasiques, en particulier le syndrome de la sécrétion inappropriée d'ADH qui est associé à certains cancers gastro-intestinaux. On a les hypercalcémies malignes qui peuvent se voir donc, dans les tumeurs gastro-intestinaux aussi, avec un pronostic péjoratif. 50% des patients meurent dans les 30 jours. Et on a le syndrome de Cushing paranéoplasique qui peut se voir aussi dans les tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales. Sur le plan gastrique, en dehors de l'effet de la localisation de l'extension, on a les syndromes paranéoplasiques gastriques ou coliques, comme la pseudo-occlusion intestinale, la pseudo-achalasie, la gastroparalysie, la constipation, la distension abdominale, la dysphagie, nausées et vomissements. Et si on trouve des anticorps anti-HU et anti-CV2, donc on doit rechercher des localisations secondaires. Le cas a illustré un aspect neurologique et si le système nerveux central et périphérique peuvent être touchés et plusieurs situations peuvent être donc retrouvées. Les autres situations, donc on a le phénomène de Raynaud, l'hypocratisme digital, la nécrose digitale, la sclérite et même les tableaux de sarcoïdose-like. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ces syndromes paranéoplasiques sont multiples, sont peut-être difficiles à évoquer, à connaître, mais le fait de les évoquer ou d'orienter le diagnostic vers ce type de syndrome, donc l'approche clinique va être un petit peu modifiée et on va diminuer l'errance et la latence diagnostique. On va permettre un diagnostic précoce pour répondre à la première question et ce diagnostic précoce permet une prise en charge thérapeutique adéquate et je vous remercie. Merci, M. Ouali, de nous rappeler que le cancer finalement